1958, date mémorable dans l'histoire de notre beau pays, le Congo, marquée par la proclamation de sa République. Néanmoins, comment sommes-nous arrivés à la République et quelles en ont été les conséquences? Co-Histoire rencontre Monsieur Titile François. Monsieur Titile François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre et ancien préfet de la région du Kouilou. Alors ce soir, nous parlons de la proclamation de la République du Congo. Comment sommes-nous arrivés à cette République? Voilà une question pertinente qui constitue un vaste programme s'il fallait répondre. Parce qu'en principe, je devrais dire tout ce qui s'est passé depuis la pénétration coloniale par le brazza de notre pays et comment les populations ont réagi par une résistance farouche jusqu'à la veille du 27 novembre 1958. Ce serait très long. Je vais abréger. Retenons seulement que après la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle les Africains en général et les Congolais en particulier ont brillé par leur bravoure, par leur courage, à côté des Blancs en général et des Français en particulier, le général de Gaulle, qui a conduit la résistance française à la pénétration, à l'envahissement, l'invasion de la France par les Allemands, le général de Gaulle a pensé qu'il fallait quand même récompenser les Africains en changeant leur statut de colonisés, des gens qui n'avaient rien à dire, qui n'avaient pas à gérer leurs affaires personnelles. Et il a proposé la conférence de Brazzaville de février 1944. 30 janvier, 7 février 1944. Ça s'est tenu à Brazzaville, au cours de laquelle certaines mesures importantes ont été prises. Il n'y avait que des Blancs, en dehors du général Leboué qui était gouverneur de Bangui, c'est-à-dire qui était le chef-lieu de Lubangui-Chari, qui est devenu depuis la Centrafrique. Parmi ces mesures, il a été décidé qu'il fallait élire un représentant de chaque territoire, un député qui représenterait chaque territoire à l'Assemblée nationale française. Il fallait élire aussi dans chaque territoire une assemblée territoriale de conseillers territoriaux qui se réuniraient périodiquement pour examiner et résoudre les problèmes liés à l'existence aux conditions de vie des Congolais, pour parler de notre pays qui s'appelait alors Moyen Congo. Et le Moyen Congo faisait partie de la fédération dite Afrique équatoriale française, dont Brazzaville était la capitale. Je vous dis tout ça, je vous apporte ces précisions pour la suite de mon exposé. Ah oui. Donc, c'est ainsi qu'on a élu M. Jean-Félix Tshikaya comme député du Moyen Congo, Gabon. Parce qu'en ce temps-là, les deux territoires étaient liés, administrativement parlant. Et donc, le député Jean-Félix Tshikaya a été élu en 1946. Et le mandat devait être renouvelé tous les 5 ans. On arrive en 56, c'est-à-dire 46, 51, 56, surgit dans la scène politique congolaise un phénomène répondant au nom de l'abbé Fulbert Yulu. Vous l'appelez un phénomène? Sur la scène politique, oui. D'abord un prêtre qui fait de la politique, c'était pas courant. Ensuite, le score qu'il réalise, beaucoup ont pensé que c'était lui qui avait été élu. En fait, il était classé 3e, mais avec le score, c'est-à-dire le nombre de votants qui se sont exprimés en sa faveur, c'était étrange. Ce n'était pas un animal politique, il n'était pas connu. À côté des crocodiles comme
Jean-Félix Tshikaya et Jacques Opango, pour ne pas citer les autres. Donc c'était terrible. Il y avait Hyacinthe Sambadelo, le docteur, il y avait Pierre de Bouampire, cousin de Jean-Félix Tshikaya. Enfin, il y avait des gens qui faisaient la politique, qui Kungangot. Mais arrive ce prêtre. Il estime que c'est lui qui devait être élu. Et comme il s'était présenté contre l'avis de son chef, le Monseigneur Bernard, il est allé à Paris pour demander l'invalidation des élections législatives du 2 janvier 1956 au Moyen-Congo. Et ensuite, on l'a envoyé paître. Vous connaissez le proverbe, lorsqu'un cancrelat va se plaindre d'une poule devant le tribunal des poules, les poules le croquent et puis la justice est rendue. Donc il n'a pas eu gain de cause. Et il est allé à Rome pour se justifier de sa désobéissance vis-à-vis de son supérieur. Le pape Pie XII l'a écouté et lui a épargné l'excommunication à laquelle l'abbé Fulbert Yulu est exposé. Et il lui a interdit seulement à divinis pour toujours de célébrer encore les messes, de confesser les gens, de faire toutes les activités d'un prêtre. Il avait toujours sa tenue sur lui. Voilà, il portait sa soutane. Et quand il revient au Moyen-Congo, il fait l'objet d'un triomphe populaire extraordinaire. Il n'y avait pas que le peuple de Bas-Congo, les gens du Poul, mais beaucoup l'ont reçu à Maya-Maya. Et c'est un grand cortège qui est passé par Poto-Poto, qui est remonté jusque chez lui. Et là, l'abbé Fulbert Yulu, ayant pris conscience de sa force populaire électorale, a convié les deux débattus des élections du 2 janvier 1956, en l'occurrence Kikungangot, qui était le grand candidat, le grand leader de ce qu'on appellerait aujourd'hui le grand Niari, le Nibolek. Le grand Niari, c'est-à-dire Bouenza, Niari et le Koumou. Et Tchitchélé, qui n'était pas un leader, mais un des leaders du Kouilou. Vous voulez dire votre père? Si vous voulez. Je ne vais pas personnaliser mon exposé. Donc, les trois se sont entendus pour créer un parti, UDDIA, Union démocratique pour la défense des intérêts africains, au mois de mai 1956. Et comme M. Gaston Defferre, ministre de la France d'Outre-mer, a fait adopter une loi qui créait en quelque sorte les conditions de l'autonomie dans les territoires. Donc on a fait faire des élections municipales dans 3 villes du Moyen-Congo, Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire. Et c'est l'UDDIA qui a remporté les trois élections. Yulu, maire de Brazzaville, Kikungangot, entre-temps, avait lâché l'UDDIA pour rejoindre Jacques Opango, le MSA, Mouvement Socialiste Africain. Donc c'est Pierre Goura qui est élu maire de Brazzaville, de Dolisie, et puis Tchitchélé, Stéphane, maire de Pointe-Noire. Maire de Pointe-Noire. Les élections avaient eu lieu le 18 novembre, un dimanche, donc 5 jours plus tard, c'est pas 24 novembre, un vendredi, il a été élu par le conseil municipal. Toujours en application de cette loi de cette loi de l'autonomie interne, au mois de mars, le 31 mars, on organise les élections territoriales. Alors, c'est-à-dire cette loi disait qu'au lieu qu'il y ait un seul représentant de chaque territoire à l'Assemblée nationale,
les populations concernées allaient voter des conseillers territoriaux issus de beaucoup de régions pour défendre dans une assemblée territoriale pour défendre leurs intérêts locaux. C'est ainsi qu'au Moyen-Congo, il y avait en présence le mouvement socialiste africain de Jacques Opango, auquel était allié le PPC, Parti progressiste congolais, de Jean-Félix Tshikaya. Et puis, de l'autre côté, l'UDDIA, Union démocratique pour la défense des intérêts africains, de Youlou et Tchichili. Résultat final des élections. Tchichili était dans le camp de Youlou. Oui, mais puis c'est l'UDDIA, je vous ai dit qu'ils ont formé le parti UDDIA. Alors ce petit parti, enfin ce nouveau parti à peine formé en mai, a renversé le jeu électoral puisqu'ils ont gagné les élections municipales. Est-ce que vous vous rendez compte, vous mesurez un nouveau parti devant les grands partis qui étaient le PPC de Jean-Félix Tshikaya. Peut-être était-il plus convaincant que les autres, voilà pourquoi ils ont gagné. Bon, on ne va pas entrer dans ces détails, c'est toujours une question de campagne. Ah oui. La manière dont les uns les autres mènent de la campagne joue beaucoup sur les résultats de ces élections. Donc, en dehors de ces 3 victoires retentissantes au niveau des municipales, l'UDDIA va avoir 22 sièges. Le MSA va en avoir 23. La loi disposait que le vainqueur des élections municipales porterait le titre de vice-président du conseil de gouvernement et il serait appelé à former un gouvernement. Et il y aurait une assemblée territoriale composée des conseillers territoriaux élus. Et là, nouveau phénomène dans l'histoire du Congo, Jacques Opango forme son gouvernement dans lequel il fait entrer ses adversaires, Youlou, Tchichili, son allié, Kikugangot, dans parole de préséance, si vous voulez, Opango, Youlou, ministre de l'Agriculture, mais je ne donne pas tout ça pour ne pas rentrer dans les détails. Kikugangot, Tchichili, et puis Mambeke Boucher, un partisan lui. Vous voyez, ceux qui sont tentés de parler de tribalisme ou du régionalisme, il est à sa place, il appelle 3 sudistes, parole de préséance, avant de mettre encore Mambeke Boucher. Et il y avait aussi des Français qui étaient dans les 2 camps et qui étaient en fait les bailleurs de fonds. Donc, je retenais bien cette composition parce qu'elle va jouer un grand rôle à l'Assemblée territoriale lors du 28 novembre 1958. Bon, on reste comme ça. Je passe sur beaucoup d'événements. Et puis en mai 1958, il se trouve une grave crise, il éclate une grave crise en France qui aboutit à l'arrivée du général de Gaulle aux affaires, au pouvoir. C'est quoi la crise en question? Mais la crise, c'est que justement, pour une affaire des Algériens, parce qu'il y avait 4... il y avait ceux de l'Algérie qui voulaient garder l'Algérie sous la dépendance toujours de la France. La France, oui. Parce que déjà en 1958, depuis 1956, le peuple algérien s'était soulevé depuis le 1er novembre 1956 contre la domination française. Et
la métropole, à Paris, en France, il y en avait qui soutenaient les Algériens autochtones. Et il y a des Français qui sont en Algérie, qui sont aussi algériens, qu'on appelle pieds noirs, qui n'attendaient pas de lâcher ce territoire-là. Donc il y avait une guerre farouche. Et c'est les généraux qui se sont soulevés en France ont fait venir, ont souhaité le retour du général de Gaulle comme président du conseil de gouvernement. Il arrive, il va décevoir tout le monde, parmi ceux qui l'ont soutenu, qui ont favorisé son appel. Il apporte une nouvelle constitution qui va devenir, quand elle sera adoptée le 28 septembre 1958, la constitution de la 5e République française, et qui est toujours en vigueur jusqu'à présent, parce que la France est sous le régime de la 5e République. Ce qui est intéressant dans cette constitution, c'est qu'il y a le titre 12 qui parle de la communauté franco-africaine, où De Gaulle propose aux anciennes colonies, aux anciens territoires, de choisir où ils votent non à la Constitution, ils deviennent indépendants tout de suite, où ils votent oui, ils entrent dans la communauté que De Gaulle leur proposait, qui ressemblait à s'y méprendre au Commonwealth des Britanniques, parce que les Anglais, depuis longtemps, avaient constitué avec leur territoire ce Commonwealth, c'est-à-dire l'Angleterre avec ses colonies se réunissaient périodiquement. De Gaulle s'en est inspiré, il voulait faire sa communauté. L'anglais Commonwealth, communauté franco-africaine, bref, tous les territoires africains francophones ont voté pour l'indépendance, la constitution française. De Gaulle avait fait un périple à travers certains pays, mais en août 1958, il est passé à Brazzaville ici, il a parlé au Stade Eboué, avant d'aller à Conakry, où un certain Sékou Touré l'a reçu, pour lui faire comprendre qu'eux, ils préféraient la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. Ils avaient annoncé qu'ils voteraient contre, et ils ont voté contre, ils sont devenus indépendants. Les autres territoires, ayant voté oui, sont devenus membres de l'État, membres de la communauté. Et cela a entraîné beaucoup de bouleversements. Donc, le Premier ministre, ainsi de suite, les Français ne dirigeaient plus ces territoires. Et c'est en application des dispositions du titre 12 de la Constitution française que les conseillers territoriaux se sont retrouvés le 28 novembre 1958 pour proclamer pour prendre un certain nombre de décisions dont le point principal de l'ordre du jour pour ou contre l'adhésion à la communauté, pour ou contre la proclamation de la République. Voilà comment on est arrivé à la République. Alors, où cette proclamation a-t-elle eu lieu? Cette proclamation de la République du Congo a eu lieu à Pointe-Noire. Ah bon? Pourquoi pas Brazzaville? À Pointe-Noire. Alors que Brazzaville aujourd'hui c'est la capitale, nous le savons. À Pointe-Noire, dans le bâtiment qui était le siège de l'Assemblée territoriale du Royaume Congo et qui est devenu depuis l'école de formation paramédicale Jean Loukabou. Donc non loin d'ici. Ah oui. Pourquoi à Pointe-Noire et non pas à Brazzaville? Oui.
Brazzaville, jusqu'à cette date du 28 novembre 1958, était la capitale de l'AF, Afrique équatoriale française. Comme Dakar était la capitale de l'AOF, Afrique occidentale française. L'AF comprenait le Moyen Congo, le Gabon, le Tchad et l'Ubangi-Chari. En Ubangi-Chari, le grand leader, c'était Barthélemy Boganda, un résistant, un homme progressiste, comme on dirait aujourd'hui, et que les Français ont fait tuer dans un accident d'avion la veille du 31 mars 1957. Donc, Brazzaville était la capitale de l'AF, et pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le simple territoire moyen Congo, c'est en 1950 qu'on a décidé que Pointe-Noire serait le chef-lieu du moyen Congo, comme Libreville, celui du Gabon. Donc c'est pour cette raison que cette proclamation s'est tenue ici. Donc depuis, l'Assemblée, les conseils territoriaux siégeaient à Pointe-Noire et le 28 novembre, c'était la 12e session de l'Assemblée territoriale. Parce que cette Assemblée territoriale, dès le départ, a été élue en 1946. C'est une des conséquences de la conférence nationale, de la conférence de Brazzaville. Et les conseillers territoriaux élisaient des représentants des territoires pour les représenter au Grand Conseil de l'AF, qui était la grande assemblée dont Barthélemy Boganda était longtemps président, avec comme vice-président pendant longtemps aussi un certain Stéphane Tchitchili. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce 28 novembre 1958, à 9h30, s'est ouverte la session ordinaire de l'Assemblée territoriale du Moyen Congo. Vous avez dit 9h30. Comment? 9h30. 9h30. Ça a duré, ça a pris fin avec les interruptions à 17h30 le 28 novembre. Donc de 9h30 à 17h. Il y a eu interruption à 12h30 et on a repris à 15h30 jusqu'à 17h30. Bon, je vous dis tout ça, bon, mon père a joué un rôle certain dans cette affaire. Et j'étais en classe de 3e, donc je suivais ça, j'étais assez éveillé, comme mes contemporains, hein, ce n'était pas de moi-même. Nous étions très éveillés à la chose politique, et ça se passait chez nous, on suivait ça. Ce que je vous dis là, ce n'est pas dans les livres que j'ai appris ça. Il y a eu la plupart des événements, surtout ceux qui se sont passés ici, nous les avons vécus plus ou moins directement. Donc, tous les conseillers territoriaux sont là, ça dit 45, sauf un. Lequel? Sauf un, Itoa Henri, qui, sans raison valable, sans motif réel, n'est pas venu à la session du 28 novembre. Itoa Henri était un conseil territorial élu sur la liste du MSA de Jacques Opango. Il fallait, après l'ouverture de la séance, de la session par Jean, le président de l'Assemblée territoriale, Christian Gel, et le discours d'orientation. Donc c'est Christian Gel qui a présidé ce jour-là. Parce que ce jour-là, il était le président de l'Assemblée territoriale. Ah, oui. Peut-être il faut que je revienne 2 minutes en arrière. Quand Opango a formé son gouvernement en juin 1957, où il a appelé ses adversaires, les Tchitchili, les Opango, généreusement, il a cédé la présidence de l'Assemblée territoriale à Youlou, alors que celui qui avait la majorité.
Et donc, Youlou, pour remercier les Français qui l'ont aidé financièrement à organiser la campagne, c'est la sienne et celle des autres, dont mon père, a proposé à Christian Schell le poste de président de l'Assemblée territoriale. Donc de 57 jusqu'à 58, il y avait des réunions périodiques à Pointe-Noire. C'était Christian Schell. Ah ouais. Donc ce jour-là, c'était normal qu'il ouvre la séance. Mais comme c'était une journée historique, parce qu'on devait prendre un certain nombre de décisions, le gouverneur du territoire, Paul Dériot, a fait cette allocution d'orientation où il demandait pour ou contre. C'est-à-dire, il invitait les conseillers territoriaux, l'Assemblée territoriale, se prononcer sur les options liées à la Constitution de 58, nouvellement adoptée, ce qui s'appelle officiellement en France la Constitution du 4 octobre 1958. Donc, pour ou contre l'adhésion de la communauté, pour ou contre la proclamation de la République. Donc, ils avaient ce but. Maintenant, quand ils se retrouvent, il fallait adopter un ordre du jour. Dans cet ordre du jour, des travaux, il y avait un point principal, option par l'Assemblée territoriale, conformément à l'article 76 de la Constitution. C'est-à-dire quelles options vous prenez. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc, les gens votent, le conseil territorial vote cet ordre du jour. Et ils étaient 44. Et dans cet ordre du jour, ils ont pris ce qu'on appelle la délibération numéro 112-28, où deux grandes décisions ont été prises. La première décision prise ce jour-là, c'est celle-ci. L'Assemblée territoriale érige le moyen Congo comme étant membre de la communauté. Article 1 de cette délibération. Article 2. L'État du moyen Congo prend le don de la République du Congo. Ça, c'est l'article 2 de cette délibération. Donc la proclamation. C'est ça la proclamation. Nous n'avons retenu que l'article 2 de cette délibération est à juste titre parce que membre de la communauté ne s'est pas allé très loin. Monsieur Titile François, merci. Je vous en prie. C'est ici que s'achève la première partie de notre entretien qui a porté sur la proclamation de la République du Congo. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce même numéro qui portera sur les conséquences de cette proclamation, bien sûr, de la République du Congo.